Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une conclusion de lecture, c'est-à-dire un petit bilan, dans lequel je vais revenir sur pas mal de mes lectures des 4 derniers mois, parce que clairement je l'ai pas fait fin décembre. Faire une vidéo bilan des 3 derniers mois à ce moment-là, ça me semblait pas du tout l'idéal. Ce qui va se passer pour 2026, c'est qu'il y aura toujours un bilan lecture au bout de 3 mois, mais je vais juste légèrement le décaler. C'est-à-dire que là, fin janvier, je vais revenir effectivement sur des lectures de octobre, novembre, décembre, janvier. Mais à partir de fin avril, il y aura donc un bilan lecture sur mes lectures de février, mars, avril, puis rebelote en fait comme ça tous les 3 mois. J'ai donc volontairement réduit un petit peu les lectures, vraiment pour vous parler de celles qui m'ont le plus marqué en bien comme en mal, mais j'ai pas forcément envie d'entrer dans les détails dans toutes les lectures de Noël que j'ai pu effectuer en décembre par exemple. Et comme d'habitude, la vidéo est chapitrée selon les genres, plus ou moins des livres, donc si vous voulez aller directement à un genre en particulier, n'hésitez pas à cliquer sur la section qui vous intéresse le plus, et toutes les références des livres sont évidemment listées en barre d'infos. Comme à mon habitude, cette vidéo est sponsorisée par l'application de lecture Nextory, que je remercie énormément, et comme à mon habitude, vous allez voir qu'il y a des livres que j'ai lus spécifiquement grâce à Nextory dans cette vidéo, et à chaque fois qu'un livre présenté sera disponible, qu'importe son format sur l'application, eh bien je vous l'indiquerai à l'écran, histoire que vous puissiez aller vous faire peut-être un premier avis, le feuilleter ou l'écouter. Pourquoi pas? Parce que oui, Nextory, eh bien c'est comme avoir une immense bibliothèque, librairie directement dans son téléphone. Avec ça, vous avez de l'e-book en illimité. D'ailleurs, il y a une chouette fonctionnalité qui a été mise en place. Si vous aimez lire ou switcher de format de lecture entre par exemple l'e-book ou le format audio, eh bien si les deux formats sont disponibles sur Nextory, vous pouvez passer d'un format à l'autre pendant votre lecture. Vous êtes en train d'écouter un livre audio, vous vous dites non, là maintenant j'ai le temps, je pourrais bouquiner tranquille, vous passez à la version numérique, et Nextory va vraiment vous remettre sur la version numérique à l'endroit où vous vous êtes arrêté sur la version audio. Et vice versa, je trouve ça fou. Je trouve ça génial. Bref, voilà, c'était la petite fonctionnalité en plus, que d'ailleurs je me réjouis de tester parce que je l'ai encore jamais essayé, je l'ai vu passer chez les autres, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Des fois je me dis au travail, typiquement quand je suis en train de manger, j'aime pas écouter un truc pendant que je mange, je préfère lire, donc passer de l'un à l'autre, je pense que ça va devenir un petit rituel assez sympa. Et évidemment, comme toujours, eh bien avec le code que je vous laisse ici et en lien cliquable en barre d'infos, vous avez 60 jours pour tester l'application gratuitement. Et devinez ce qui est remis en place. Je suis trop contente. Avec les 60 jours offerts, vous avez bien sûr l'e-book en illimité, mais vous avez aussi au total 30 heures de crédit audio. Normalement, c'est 15 heures de crédit audio les 30 premiers jours, et ensuite de nouveau 15 heures de crédit audio les 30 prochains. Et je suis trop contente que vous puissiez retester l'application comme ça, avec ce concept de test et de crédit audio. Voilà, comme ça vous pouvez vraiment utiliser l'appli exactement comme moi je l'utilise. Et si vous découvrez Nextory, je serais très curieuse de savoir quel livre vous fait envie sur la plateforme et par lequel vous allez commencer votre test. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai tenté de catégoriser un petit peu mes lectures. C'est assez vaste, évidemment, pour que je fasse quand même un minimum de catégories. On va commencer par la romance. Le premier titre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Divine Rivalité. Alors je ne l'ai plus en ma possession parce que je m'en suis séparée, parce que malheureusement ça a été pas une super lecture pour moi. J'en attendais énormément de cette lecture, je sais que beaucoup de gens l'ont beaucoup aimé. Et j'avais longtemps hésité à l'enlever de ma pioche de lecture, parce que je me disais, est-ce que vraiment ça m'intéresse tant que ça? Est-ce que... Ah, je sais pas. Et j'avais tellement de bons échos, j'avais tellement vu et lu de bons avis, de bonnes recommandations. On est sur un monde dans lequel la guerre fait encore rage et se fait opposer deux camps totalement distincts qui vénèrent deux déités différentes. Nous allons rencontrer deux journalistes, un garçon, une fille, qui sont pas super proches, pas super amis. Le frère de la journaliste est partie au front et depuis elle n'a plus de nouvelles. Elle a pris l'habitude de lui écrire des lettres qu'elle glisse sous son armoire et depuis un certain temps elle reçoit des réponses. Très rapidement on va se rendre compte que ce n'est pas du tout son frère qui lui écrit depuis le front, c'est le journaliste rival qu'elle a au journal qui en fait reçoit les lettres qu'elle glisse sous l'armoire. Quand même assez étrange, voilà. Donc les deux vont commencer à communiquer par ce biais-là, elle pensant qu'elle écrit à son frère, lui sachant très bien à qui il écrit. On part sur un petit mensonge quand même de base. Écoutez, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas trouvé ça passionnant non plus. Les deux personnages m'ont pas spécialement parlé, je me suis pas hyper attachée à eux. La fin de ce premier tome, elle est
d'un convenu absolu que j'ai soufflé très très fort. Vraiment, je vous avoue. Donc non, je pense que je m'attendais vraiment à autre chose et je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Je continue en romance et je vous passe un petit peu toutes les romances de Noël, mais j'en ai sélectionné une dont j'avais très envie de vous parler. C'est Sous les flocons de Noël de Sarah Morgan. Mon Sarah Morgan annuel, on va dire. Hein. Dans celui-ci, nous avons Lucie qui, pour maintenir la boîte pour laquelle elle bosse, qui est dans le marketing, la communication, etc., doit absolument choper un contrat, mais qui permettrait de remettre la boîte à flot. Donc elle se démène, elle part au fin fond de l'Écosse, c'était pas vraiment prévu, mais voilà. De base, elle voulait juste glisser la proposition de contrat à ce potentiel client et repartir. Problème, c'est que quand elle arrive, les gens de la famille de ce mec sont persuadés que c'est sa copine. À cause d'un immense quiproquo entre lui et ses deux sœurs qui ont inventé un truc avec une fausse petite amie. Et bon, bah, il y a une petite amie qui débarque, donc... Voilà. C'est très très bien amené, parce que d'abord quand j'ai lu le résumé, j'ai fait ouais bon ok, genre elle débarque et puis boum, les gens ils pensent que c'est sa copine, mais à quel moment? Mais non, c'est hyper bien amené. Et je là, ah oui bah oui, tu m'étonnes que tout le monde est tombé dans le panneau en fait. Et que personne n'a réussi à s'en dépêtrer. On va après tomber sur le schéma un peu classique de la tempête de neige, donc elle est un peu bloquée là, elle peut pas vraiment repartir, et bon bah elle se fait à l'idée qu'elle va passer Noël avec eux, avec cette famille. Comme d'habitude chez Sarah Morgan, on n'a pas que le point de vue potentiel des deux amoureux, on a les points de vue de la mère, des deux sœurs et de Lucie. Et j'ai trouvé ça super de pouvoir voilà, avoir à chaque fois d'autres histoires, d'autres préoccupations aussi, différents âges de personnages. Voilà, écoutez, si vous cherchez une chouette romance de Noël pour Noël prochain, sachez que Sarah Morgan en général c'est une valeur assez sûre. Le prochain j'hésite pour la catégorie, mais je pense que je vais quand même le mettre en romance parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires d'amour et que c'est quand même un peu ça le fond même de l'histoire. C'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Aligno. J'ai lu quand les étoiles se sont éteintes, il y a un petit moment de ça déjà, ce qui est pas trop mal d'un côté parce que Le jour où le soleil ne s'est plus levé, c'est une forme de réécriture de Les étoiles, mais du point de vue de Nate. Les étoiles étaient du point de vue de Finn, qui arrive dans ce nouveau lycée, qui a un passé assez compliqué, avec une mère en prison. Il débarque, il a pas vraiment envie de se faire d'amis, il va tomber sur cette bande que forment Kenna, Jagger, Kurt et Nate, et il va se faire un petit peu embrigader dans leurs histoires. Ensuite, dans Le jour où le soleil ne s'est plus levé, nous avons le point de vue de Nate, qui lui a subi beaucoup de harcèlement, ensuite est tombé sur Kenna, Kurt et Jagger, et un peu grâce à eux a réussi à garder la tête hors de l'eau. Et Finn va tout à coup débarquer dans leur vie. Donc on a vraiment un changement de perspective, mais qui va finalement nous raconter passablement la même histoire. On va avoir un peu le même fil conducteur. Quand même, j'ai beaucoup aimé suivre l'histoire du point de vue de Nate, c'était hyper touchant. Je trouve que Nate est un personnage très adorable et t'as envie d'être pote avec lui, et évidemment que Nin et Marie savent faire ça, mais alors à la perfection. Je l'ai écouté, celui-ci, voilà, parce que c'est vrai que je l'avais dans ma bibliothèque, je les avais reçus de la part des éditions Albin Michel, mais je les avais jamais vraiment mis dans ma pioche, parce que je savais pas trop à quel moment le lire, si j'étais encore vraiment le public, enfin bref. Et là, j'ai vu qu'il était sur Nextory. J'ai très envie surtout de lire le tome suivant qui est sur Jagger, qui est, je pense, le personnage qui m'intrigue le plus et qui me parle le plus. Donc, c'est vrai que je me voyais mal commencer, juste lire l'histoire de Jagger sans avoir lu l'histoire de Nate avant. J'aurais trouvé ça un peu blasphématoire. Voilà, donc j'ai lu l'histoire quand même de Nate d'abord et qui m'a énormément plu. C'est un petit peu tout pour la romance, on va passer au thriller, polar, etc. Je sortais de Divine Rivalité, j'avais clairement besoin d'un truc page turner un petit peu comme ça qui te prend. Je me suis tournée vers Cadavre en famille de Geneva Rose. Cette couverture m'avait déjà interpellée quand il était sorti en anglais, avec l'espèce de vieille VHS pétée là et tout. Et je vois, bonne surprise, qu'il est prévu de sortir chez XO, là, dans l'année 2025. Et je crois que je l'ai bouffé en un jour. Ils sont trois, Bess, Nicole et Michael. Ils viennent de perdre leur mère. Chacun avait un petit peu fait sa vie ailleurs, mais l'une d'entre elles, il me semble que c'est Bess, n'avait jamais quitté la petite ville, elle était toujours un peu au chevet de sa maman. Et donc quand son frère et sa sœur débarquent à la maison pour trier, ranger un petit peu les affaires de leur mère, ils découvrent
toute une boîte avec des vieilles VHS que leurs parents filmaient de temps en temps durant leur enfance. Mais donc un peu pris dans cette folie du rangement, ils décident de lancer une cassette un petit peu au bol, et là, ils tombent sur un événement assez étrange. Ils voient leur père en train de traîner un cadavre et leur mère qui a l'air de l'aider. On part quand même sur un immense secret de famille qui, à la base, aurait visiblement dû rester caché, et chacun d'entre eux va un petit peu réouvrir ce cold case pour évidemment le résoudre, mais surtout pour faire un petit peu la lumière sur quel était le véritable secret de leur famille. Écoutez, c'était vraiment bien. Moi, j'ai trouvé ça hyper efficace, et ça marche. Ça marche. À la fin, je pense que j'ai compris le truc, mais à 2 pages de la révélation, quoi. J'ai vraiment fait genre, wow, attends, imagine, c'est... Oh putain, c'est ça. Celui-ci, je passe assez rapidement dessus parce qu'il était dans mon top et flop, c'est mon top 3 de cette année 2025, un meurtre absolument splendide. Évidemment que j'ai précommandé le 2 qui arrive là. Dans ce premier volume, Béatrice, fanatique de crime et de mystère, fait un petit peu suer sa mère parce qu'elle n'est toujours pas mariée. Donc ils sont invités à un bal d'automne auquel toute la famille va participer, et lors de ce bal, il va y avoir un meurtre. Béatrice est donc pas spécialement ravie, mais ravie de pouvoir mettre à disposition, on va dire, ses connaissances en termes de résolution de crimes, et elle va s'y prendre parfaitement bien, vraiment excellent. Si vous aimez les enquêtes un petit peu, voilà, dans cette époque, limite mélangée à du Jane Austen, c'est absolument fait pour vous. On arrive sur Holly de Stephen King. J'ai vu que le nouveau était sorti, là, au moment où je vous parle. Ma mère va le prendre, évidemment, donc voilà, je lui piquerai quand elle l'aura terminé, parce que je crois que c'est la suite de celui-ci. On va retrouver Holly, l'héroïne qu'on suit depuis 3-4 tomes maintenant déjà. Plein de gens m'ont dit quand je l'ai lu, mais tu devrais vraiment lire les autres aussi, ils sont vraiment super bien, puis marin, tu t'es spoilé des trucs et tout. Bon, alors je vous rassure, si je décidais de lire les autres enquêtes qui se passent avant, je me suis rien fait spoiler, j'ai tout oublié. Donc je saurais même plus vous dire de quoi, qu'est-ce, comment, voilà. Holly va être mise sur l'affaire d'une jeune femme qui a disparu. Et sa mère ne lâche pas le morceau. Voilà, plein de gens lui disent mais votre fille elle est partie, elle a fugué. Enfin voilà, c'est une jeune femme d'une 20aine d'années, elle a le droit de prendre sa vie en main et puis de foutre le camp quoi en fait finalement. Sauf que la maman est un peu désespérée, on est en plein Covid, elle imagine mal sa fille partir, enfin ça colle pas. Donc elle engage Holly qui est détective, ouais elle est détective ou enquêtrice, non elle est détective. Et Holly va gentiment se mettre sur la piste assez étrange d'une maison où il y a un couple plutôt étrange. Et chemin faisant, eh ben, elle va évidemment découvrir des secrets assez croustillants. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas envie de vous en dire plus vraiment parce que je trouve que plus on en sait, évidemment, plus ça gâche un petit peu le plaisir. Mais il y a vraiment eu tous les éléments que j'aime bien dans ce genre d'histoire. King, je sais qu'il peut être des fois un petit peu lent dans ses intrigues. Ça m'a pas dérangé parce que j'ai vraiment trouvé que c'était bien amené et j'avais envie de cette lenteur aussi. J'avais pas forcément besoin que ce soit méga haletant. Au contraire, je trouve que ce côté des fois un peu plus lent, ça laisse monter la sauce et ça rend l'histoire encore plus dérangeante que ce qu'elle est réellement. Enfin, elle est déjà de base, elle est horriblement dérangeante, mais voilà. 4h30, 5 heures de temps plus ou moins, j'ai écouté un Valentin Musso que je découvrais pour la première fois avec Voici demain. Je pense que je l'ai fait honnêtement en un après-midi de boulot. Je crois que les personnages c'est Chloé et Mathieu. Ils vivent dans une petite maisonnette, une petite cabane un petit peu perdue au milieu de la forêt, totalement retirée, et ils font équipe avec un monsieur un peu plus âgé qui leur apprend un petit peu voilà, comment on se débrouille tout seul, un peu plus survivaliste quoi on va dire. Le trio fonctionne très très bien, jusqu'au jour où le monsieur va décéder à cause d'un accident. Et donc ils se retrouvent plus que tous les deux, et ils doivent essayer un petit peu de se débrouiller. Parce que après, t'arrives dans un truc où tu dis « Oh waouh !» J'avais pas visualisé ça comme ça, et je pense que c'est parce que je l'écoutais. Je me suis vraiment laissée avoir par l'intrigue. Et j'avais pas tout de suite mis tout bout à bout. Et il y a clairement des éléments que je sais pas si je les ai volontairement laissés de côté, où je me suis dit, bon, non, ça doit pas avoir une grande importance, ou que sais-je. Mais du coup, quand j'ai eu le « Oh purée, en fait c'est ça », c'était hyper bien trouvé. Parce que du coup, il se retrouve tout seul. Et il va commencer à avoir, évidemment, ça commence à décliner un petit peu, quoi. Il commence à y avoir de plus en plus de questions les concernant. Tu te demandes depuis combien de temps ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là.
Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, en dehors de cette forêt? Est-ce que le monde a continué de tourner? Est-ce qu'on est dans un monde post-apocalyptique ou autre chose? Enfin, la fin m'a un peu tenue voilà, en haleine parce que j'avais un peu peur quand même, voilà, pour les protagonistes, honnêtement. Et c'était hyper... Ah, franchement, c'était efficace. Moi, j'ai passé un bon moment, c'était bien. En lecture de Noël, j'ai lu L'heure secret de... Angelina Delacroix, je crois. Angelina Delacroix, je crois. Service de presse de la part des éditions Hugo Roman, parce que c'est dans leur collection Hugo Poche, suspense. Donc ça tombait bien, je me suis dit, ah bah tiens, oui, un suspense qui se passe à Noël, ça me parle. On est sur le truc un peu The Holiday, mais qui tourne au drame, c'est-à-dire que deux couples vont échanger leur maison très rapidement, l'un comme l'autre. Ils vont découvrir des choses dans la maison de chacun qui auraient mieux fait de rester cachées. Voilà. Ça commençait vraiment bien. Et elle a réussi à instaurer un truc que j'aime bien, parce que tu vois des scènes d'un point de vue d'un personnage, et tu te dis, ok, trop bizarre en fait, enfin, très bien. Et après, quelques chapitres plus loin, tu revois la même scène, mais du point de vue d'un autre personnage, avec tout à coup des éléments supplémentaires. Et tu dis, ok, je comprends pourquoi cette scène, elle avait pas trop de sens, et qu'est-ce que ça voulait dire, et tout ça, tout ça. Donc, jusqu'à ce stade-là, je me disais, waouh, tellement cool. Et après, ça part dans un truc. Je vais, mais où est Bruce Willis? Où se cache Sylvester Stallone? Et certainement qu'il y en a encore un qui est caché quelque part. Non mais j'ai cru que c'était les Expendables, les trucs quoi. Il y en avait de partout, ça allait dans tous les sens, c'était un petit peu trop. C'est dommage parce que je pense que si c'était resté au stade de cet échange de maison, chacun cache un truc, et que ça n'ait pas été un truc gigantesque comme elle a voulu faire, ça aurait pu être un tout petit peu plus crédible. Là, il y avait des passages, j'étais là... Non, non madame, je n'y crois pas en fait, tout simplement. Non, voilà. Donc je ne l'ai plus, je l'ai d'ailleurs passé à quelqu'un qui voulait le lire, j'ai dit bah tiens, je l'ai, je te le donne, comme ça, c'est cadeau. Alors, on va passer à la plus grande catégorie qui est la littérature de l'imaginaire. Le premier avec lequel je vais commencer cette catégorie, c'est Les filles de Witch Hazel House. C'est de Cécile Guyot et Nora Lake. L'ambiance, j'ai adoré. Franchement, si j'avais eu ce genre d'ouvrage à 16-17 ans, mais oh mamma mia, mais j'aurais adoré. Je pense que ça aurait été un coup de cœur sur l'année quoi. On va se retrouver dans une petite bourgade où il y a une école, je sais plus si c'est un lycée ou déjà une université, ou enfin bon bref, tu sens qu'elles sont un peu en études spécifiques, parce que ce groupe de 4 filles peut vivre dans une dépendance, une maison, à elle toute seule, où de temps en temps, donc il y a une concierge qui vit pas très loin, et elles ont régulièrement une prof principale qui vient et qui passe pour leur faire cours. Notre héroïne, Lark, elle est très contente de pouvoir débarquer dans cette infrastructure-là, parce que pour elle, c'est le meilleur moyen de gérer ses études. Elle a des tocs, c'est un peu compliqué dans la vie de tous les jours. Et sauf que la maison a une histoire, évidemment. Il y a des gens qui ont vécu là, il s'est passé des choses, et l'une de ses copines veut absolument faire une séance de Ouija pour un peu parler à des esprits, des défunts, etc. La séance de Ouija se passe, et après ça, c'est le bordel. Visiblement, elles ont réveillé un truc qu'il fallait pas réveiller, parce que la maison leur en fait voir de toutes les couleurs. Et méchant, hein, l'esprit est pas très très sympa. Donc évidemment, là, elle commence un petit peu à s'inquiéter et à mener l'enquête sur ce qui s'est passé dans cette maison. C'était pas mal bien ficelé, franchement. J'ai trouvé que c'était bien, l'ambiance en tout cas, j'ai trouvé que c'était génial, entre la brume, le côté vraiment très cloisonné aussi, où tout à coup il y a des grosses tempêtes, elles sont perdues un peu sur le haut de cette petite ville, donc quand elles veulent descendre, elles ont pas le choix, c'est soit le bus, soit elles vont à pied, et vraiment, j'ai trouvé que l'ambiance était là. Moi, il m'a manqué un tout petit truc, bien sûr, parce que j'ai trouvé que c'était légèrement trop ado. Mais, clairement, si j'avais eu 15 ans de moins, 20 ans de moins, ça aurait été génial. J'aurais adoré lire cette histoire-là. Ensuite, en plutôt fantastique horreur, on a N'invite pas la forêt à entrer. Très bonne lecture, ça aussi. Hyper original, très intriguant. Là encore plutôt pour un public, je dirais, grand ado. Voilà, parce que faut avoir quand même un petit peu l'estomac accroché. Il y a des scènes un petit peu gore, un petit peu moches. Là aussi, je pense que rapidement, on peut faire un lien dans l'intrigue, mais c'est pas grave, parce que je trouve que tout le déroulé est fait de façon hyper intéressante, et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Andrew est admis à un lycée privé internat, donc on reste là-bas toute l'année, et on rentre pour les vacances en gros.
Et l'année d'avant, ça s'est pas très bien passé pour lui, mais heureusement il peut compter sur sa sœur jumelle et son meilleur ami. Quand l'année reprend, il débarque à l'école, il retrouve son meilleur ami, mais il sent qu'il y a un truc qui est plus comme avant. Voilà. Notamment, sa sœur jumelle, elle est hyper distante, tu te sens qu'elle a plus du tout envie de traîner avec eux. Et le pire de tout, c'est qu'il y a des monstres dans la forêt qui environnent l'internat. Donc Andrew et son meilleur ami vont un petit peu essayer de combattre ces monstres, comprendre d'où ils viennent, et bizarrement, il n'y a que eux qui semblent les voir et croire qu'il se passe quelque chose dans cette forêt. Et plus tu y vas, plus tu peux être réceptif, évidemment, à les voir et à les attirer vers toi. Donc d'où le n'invite pas la forêt à entrer. Le roman est parsemé de quelques croquis un petit peu totalement très dérangeants. Je pense que si vous avez vu le labyrinthe de Pan, notamment, vous pouvez avoir un petit peu une idée d'à quoi peuvent ressembler certains monstres. Il y en a, franchement, ils m'ont mis super mal à l'aise, mais je trouve que ça rajoute quelque chose de très intéressant à l'intrigue. C'était hyper agréable à avoir. Et le roman se termine un peu sur une fin ouverte, donc je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je pense que c'est la meilleure fin pour ce genre d'histoire. Les histoires d'horreur, pour moi, elles doivent un peu se terminer sur un où tu sais pas si ça finit bien ou mal, finalement. Et c'est là où tu vois que le roman est efficace. Et je pense que c'est exactement ce qu'elle a fait, ce qui fait que ça en a fait pour moi une très bonne lecture. Celui-ci aurait pu être en double catégorie avec la romance également, j'ai préféré le mettre en fantastique. Il s'agit de Indécente Initiation de S.T. Gibson. J'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que le nom Indécente Initiation, je sais pas, bref. Mais c'est Léonie de la chaîne Book of Léo, qui est une booktubeuse anglophone que j'aime vraiment beaucoup suivre, et j'aime bien en général ses avis. Elle en avait parlé, elle l'avait mis dans cette ambiance un petit peu Dark Academia que je recherche beaucoup à l'approche de l'automne, et que voilà, je garde toujours un petit peu un œil sur les futures sorties qui vont dans ce thème-là. Pour qu'un livre rentre dans le thème du Dark Academia, il est obligé de cocher certaines cases, notamment un lien assez particulier à la mort, une fascination souvent pour un personnage du corps enseignant qui évidemment a plus d'impact, qui est un peu plus haut gradé, on va dire, sur les personnages qui sont souvent plutôt des élèves de l'école en question. Et le décor doit pouvoir se dérouler dans une école, une université, une bibliothèque, enfin bref, quelque chose de studieux, de scolaire. Bon, dans Indécente Initiation, il y a clairement tout ça. Arrivé jusqu'à un certain stade, en fait. Et arrivé à un certain stade, j'ai fait « Oh !» Je m'y attendais tellement pas que j'étais un peu sur les fesses. Ce qui a fait que ça en a fait une très bonne lecture. Oui, j'ai décidé que je vous parlais que des très bonnes lectures, je laisse les autres un petit peu passer parce que, voilà, j'ai envie de vous parler de livres qui étaient trop cool en fait. Je vous parle aussi de livres qui sont un peu moins cool, mais voilà, là j'ai vraiment envie de m'arrêter sur ceci. Là, oh mon dieu, c'était exactement ce que je voulais avoir. Donc Laura débarque dans cette école, cette université uniquement réservée aux filles. Elle est inscrite à un cours particulier de littérature où elle va rencontrer sa professeure qui est totalement, évidemment, le personnage fascinant, pour lequel elle va se plier en 4. Et dans le cours, il y a également Carmilla, qui est une étudiante assez particulière, très revêche, très sûre d'elle, qui semble nouer un lien assez particulier avec leur professeur. Petit à petit, Laura, elle va réussir, elle aussi, à s'immiscer dans cette relation, dans ce duo, ce qui va commencer à former un trio. Donc jusqu'à ce moment-là, je me disais, ok, oui, donc on est sur un jeu un peu de séduction entre les trois protagonistes féminins. Et tout à coup, il y a une bascule. J'ai fait, ok, je prends, j'achète, je dis oui, je fonce, et ça match, et je suis contente de lire ça. Et c'est exactement ce que ça m'a fait. On change totalement de thématique, hein, quelque chose de beaucoup plus doux et réconfortant. Attends, je sais jamais, c'est trop long comme titre. Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Bref, le dernier Sangu Mandana, que je me réjouissais tellement de lire, tellement j'avais aimé le précédent. Là, on a vraiment tous les ingrédients parfaits que j'aime dans ce genre d'histoire. On a bien évidemment, comme toujours, et je pense que c'est un thème qui lui plaît beaucoup à l'autrice, le côté famille choisie, où on va recréer et être avec des personnes qu'on a choisi d'être et pas forcément des gens qui sont en lien avec nous à cause de la famille. Il y a quelques longues années de ça en arrière, Sarah a utilisé un sortilège pour faire ressusciter sa tante qui venait de décéder. Elle n'avait pas le droit d'utiliser ce genre de sortilège. Elle était de 1 beaucoup trop jeune et même ça fait partie des sortilèges interdits. Donc elle est punie. Elle est totalement radiée de l'école de sorcellerie. En plus de ça, parce que c'était déjà pas suffisant, elle commence à perdre sa magie. Le sort était tellement puissant
que sa magie est en train de la quitter et elle arrive quasiment à plus rien faire. Donc il lui reste une seule option, c'est de vivoter dans cette auberge magique et de la tenir du mieux qu'elle peut. Des années plus tard, elle va récupérer un document qui lui permettrait de récupérer ses pouvoirs. Mais il est écrit dans une langue qu'elle ne sait pas déchiffrer. Mais alors, coup de bol intersidéral, débarque dans son auberge le seul sorcier, je pense, du pays, qui est capable de lire cette langue. C'était hyper bien foutu. J'ai trouvé ça tellement chou, c'était trop mignon. Je sais pas si j'ai préféré celui-là ou celui d'avant. Je pense que j'arriverai pas à choisir, parce que les deux sont très très bons. Mais là, j'ai adoré l'esprit et l'idée de l'auberge qui est tenue, en fait, est maintenue par certains sortilèges de la part de Serra depuis tant d'années, qu'elle fonctionne. Par exemple, l'auberge n'est trouvable que pour les gens qui en ont vraiment besoin. Sinon, bizarrement, tu tournes en rond. Tu t'arrives pas à... Voilà. Mais si t'as besoin d'arriver à cette auberge, tu y arrives. Je trouve ça génial. Rien que ça, déjà, je trouvais ça trop cool. Voilà. Les personnages sont hyper attendrissants. Il y a un coq zombie, s'il vous plaît. Voilà. Enfin, un coq squelette, quoi. Donc, bref, je trouvais ça super. Et même les personnages rajoutés qui font pas forcément de magie, qui sont complètement hermétiques de base à toutes ces histoires, qui sont tellement attendrissants. Je trouvais ça chou. Ah, c'est le genre d'histoire qui fait du bien, tu sais. On continue dans cette catégorie avec le dernier, Rachel Gillig et Le Chevalier et la Phalène, que j'ai lu en lecture commune avec Alicia et Émilie, et j'étais très contente de faire cette lecture avec elle pour le club des Moldus de lecture qu'on a un peu ressuscité à nous trois. Rachel Gillig, vous l'avez vu, c'est mon autrice top numéro 1 avec sa duologie du roi berger pour 2025, donc évidemment j'avais beaucoup d'attentes pour Le Chevalier et la Phalène. Alors, manque de peau, il est arrivé à un moment donné dans mon mois de janvier qui était un peu compliqué. Donc j'étais pas au meilleur de ma forme et de ma présence et de mon investissement, on va dire, pour lire ce livre. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas sa faute, il y peut rien. Je pense quand même que je préfère Une fenêtre sur les ténèbres, le premier tome de sa duologie d'avant. Là, j'ai trouvé que c'était un peu complexe à se mettre en place. Nous allons rencontrer 6 prophétesses qui se trouvent dans la cathédrale de ce pays et qui, pour délivrer des prophéties, doivent à chaque fois se noyer, puis revenir. Elles ont vu des choses durant leur noyade et donc elles les révèlent aux gens. Elles font ça pendant 10 ans et ensuite elles sont libérées et elles peuvent aller vivre leur vie. Enfin ça, c'est ce qu'on leur fait croire. Numéro 6, parce qu'elles n'ont plus de prénom, va malheureusement voir disparaître une à une, chacune de ses amies prophétesses, chaque soir. Donc évidemment, quand la dernière disparaît, elle se dit qu'elle ne peut pas rester là et elle veut absolument les retrouver. Elle va faire équipe avec un chevalier qu'elle a rencontré il y a quelques jours de ça, un peu malgré elle, parce qu'à la base elle avait pas très envie, elle voulait plutôt y aller toute seule et se débrouiller comme une grande. Bon, quand t'es jamais sortie d'une cathédrale en 10 ans, je pense qu'un peu d'aide serait pas de refus. Et donc elle va sillonner le pays pour retrouver ses amis et essayer aussi de comprendre un petit peu dans quoi elle a évolué durant ces 10 dernières années. Un peu comme d'habitude, je dirais, avec Rachel Gillig, la mise en place de son intrigue est un peu lente, est un peu brouillonne, est un peu floue, le résumé qu'on peut en faire aussi. Et plus ça va, plus tu commences à débroussailler, plus tu commences à voir un peu où elle veut en venir, et tout à coup, en fait, la lumière se fait. Tout ça pour te finir, mais d'une façon absolument abjecte. Mais c'est bon, j'ai compris, parce que je retiens ça de la précédente. Même chose, même topo, hein. Elle est là, bam, t'es à 3 pages de la fin, et la meuf, elle t'achève, tu sais, genre, t'as cru que, paf. C'est exactement ce qui s'est passé là. Vraiment, c'est exactement la même chose. Enfin, pas exactement la même chose, mais le même genre de sensation, tu sais, où tu te dis, ah mais en fait, ils sont dans la merde. Voilà. Là, c'est la même chose. J'ai bien aimé, mais j'ai un peu moins bien réussi à m'attacher aux personnages. Et je trouve qu'elle nous donne pas vraiment beaucoup d'occasions de les apprécier, à leur juste valeur aussi. Il m'a manqué un truc pour être vraiment très 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 attachée à eux. Dans cette catégorie, on va terminer avec comment on appelle ça ? Un roman graphique, un comics, ce que vous voulez. Il s'agit de Squad. J'étais tombée sur ce titre parce que je cherchais des textes où j'avais envie de retrouver ce concept un peu de bande de filles, mais pas forcément des gentilles filles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc dans Squad, on va rencontrer un petit peu ce genre de groupe-là. Elles sont 3.
Elles vont en accueillir une quatrième qui est la nouvelle venue, bien sûr, et qui essaye de se faire des amis. Très vite, elle va comprendre que les 3 copines, bah certes elles sont influentes, elles sont populaires, elles sont jolies, tout le monde les regarde, les écoute, mais elles ont un secret. Et elles vont partager ce secret ensemble. Et ça va commencer à être un petit peu merdique. C'était bien, c'était sympa. Je pense que le problème de ce genre de format pour ce genre d'histoire, c'est que tu ne peux pas aller assez loin. Donc il y avait quand même beaucoup de facilité où je me suis dit, ok, on résout le truc comme ça en fait. Enfin, vraiment, on se pose pas plus de questions, pouf, et puis voilà. Donc c'était sympa, j'ai bien aimé le message de base, un peu feminine rage, le côté sororité également, pouvoir féminin, enfin etc. Mais j'en aurais voulu un peu plus. Enfin, vraiment, pour moi, il aurait pu faire le double, voire le triple de taille. Ou être un roman, je sais pas, mais j'aurais adoré pouvoir plonger un peu plus profondément dans l'intrigue et dans l'histoire des personnages. Et on va terminer avec mes 3 petits divers. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont un peu tout seuls dans leur genre. Donc, nous avons en contemporain Sauvagine, de Gabrielle Filtoshiba. Je vous avais dit qu'en début 2025, j'avais abandonné Encabané, qui pourtant faisait, je crois, 120 pages. Beaucoup de gens m'ont dit, bah écoute, garde quand même Sauvagine, que j'avais déjà dans ma pioche, parce qu'il est quand même beaucoup mieux. Et clairement, je suis d'accord avec vous. Pour ceux qui m'ont dit ça, il est beaucoup mieux. J'ai passé un bon moment avec Sauvagine. On va retrouver Anouk, à un moment donné, qui est justement le personnage qu'on a dans Encabané. Mais on va surtout se concentrer sur Raphaël, qui est une garde-chasse, une garde forestière. Ou en tout cas, elle fait un peu la police. C'est pas une personne que les autres gens aiment beaucoup, parce qu'évidemment, elle leur met un peu des bâtons dans les roues. Et sauf qu'elle va tomber sur un prédateur qu'elle ne s'attendait pas vraiment à devoir affronter, qui va lui faire des sacrées emmerdes, et qui va lui faire super peur. Donc là, encore une fois, on est sur un roman justement un peu rage féminine, parce qu'on se dit, mais pourquoi, en fait ? Pourquoi on peut pas juste vivre tranquillement, sans avoir tout le temps peur et craindre, et devoir se protéger de l'homme ? Enfin, c'est quand même fou. Mais heureusement, elle va pouvoir compter sur un vieil ami qui aurait l'âge d'être son père, mais c'est pas grave, qui va lui venir en aide, et elle va rencontrer Anouk, qui elle aussi va l'aider, coûte que coûte, alors qu'elles ne se connaissent pas. Et je pense que j'ai préféré la poésie, et la prose, et la plume ici. Je trouve que dans Encabané, c'était très plombant, c'était très nombriliste, ça allait pas vraiment vers ce vers quoi je voulais que ça aille, réellement. Dans Sauvagine, j'ai l'impression qu'on avait vraiment plus ce côté ouvert, déjà, sur le reste du monde des personnages. Il y avait un vrai enjeu pour Raphaël et ensuite pour Anouk, ce qui fait que ça rendait peut-être l'histoire un peu plus agréable à suivre. On suit quelque chose, on suit une intrigue et il doit y avoir une fin à tout ça. C'est pas juste le monologue d'Anouk qui est dans sa cabane. Dans cette catégorie diverse, on va partir sur de l'horreur avec Cimetière de Stephen King. Celui-ci, on m'avait tellement vendu le truc comme tu verras, c'est tellement le roman d'horreur de Stephen King que moi je me suis dit oulala, je vais pas dormir, ça va être horrible. Oh, et en fait, ça va. Je ne sais pas ce que fait mon cerveau. Bref. Voilà, en film, non. J'ai vu la bande-annonce des 2 films qui ont été faits pourtant. 80-90 reprend vraiment, chapitre par chapitre, l'histoire. Celui qui a été fait là dans les années 2010, il me semble, lui est un peu plus libre. Il décide. Il a l'air de faire beaucoup plus peur à part ça. J'ai vu la bande-annonce, j'ai fait. Non, on va pas se faire du mal comme ça, non. Mais par contre, il a l'air justement d'avoir une vision de certains personnages qui, s'ils avaient été utilisés comme ça dans le livre, je pense que le livre aurait fait plus peur. Cimetière, ça va nous raconter l'histoire d'un couple qui emménage dans un nouveau quartier, et derrière leur maison, il y a un sentier qui mène, sur vraiment quand même un bout plus loin, à un cimetière d'animaux. Voilà, tous les enfants du quartier avaient, à l'époque, enterré leurs animaux de compagnie là-bas. Il y a notre personnage principal qui est le père de famille, qui va commencer à avoir des choses assez bizarres dans l'école où il travaille, où il est médecin, donc c'est le docteur de l'école. Et il commence à se passer des choses bizarres un petit peu autour de lui, un petit peu partout. Il est de moins en moins à l'aise en fait finalement avec les choses qui se disent sur cette ville, sur le quartier où il vit. J'ai jamais eu de vrai « Oh là là, mon Dieu, mais c'est fou !» Enfin, j'ai jamais réellement été surprise en lisant ce livre. Il était agréable, il était bien, il suivait une ligne assez cohérente, mais je suis jamais tombée des nues en me disant « Oh, mais non !
Ça, je l'avais pas vu venir, quoi. L'auteur sait très bien te foutre mal à l'aise, quoi. Ça, alors, ça, c'est son truc. Il sait comment faire, il sait comment te mettre pas bien. Ben voilà, il le fait avec Cimetière ici également. Et ça fonctionne. Je comprends pourquoi et où certaines personnes peuvent avoir peur avec ce livre. Clairement. Il fout mal à l'aise. Mais en même temps, tu commences le truc. Les personnages parlent entre eux et tu dis mais est-ce qu'on imagine vraiment qu'il va se passer autre chose? Non. Toujours dans cette catégorie, là plutôt un titre historique. Ouais, je l'ai classé comme ça, parce que franchement je savais pas où le mettre d'autre. C'est Lady Macbeth, que j'ai dans ma pioche depuis un petit moment maintenant. Il a fait aussi lui des petits allers-retours à dire est-ce que je le lis, je le lis pas. Bah c'était sympa, mais c'était pas non plus waouh, mais c'était sympa. On va donc y retravailler et réinterpréter l'œuvre de Shakespeare, Macbeth, mais du point de vue de sa femme, Lady Macbeth. J'avais complètement oublié l'histoire de cette pièce. Très honnêtement, j'ai dû la lire il y a 20 ans, plus ou moins, voilà. Mais c'était assez original de découvrir l'histoire de son point de vue à elle, de faire des liens en fait entre différents personnages. C'était bien. Est-ce que c'était génial? Non. Est-ce que... Ouais, bah voilà. C'était un peu oubliable, je veux dire. J'ai failli oublier de vous le présenter, parce que je l'ai plus, je l'ai ramené au travail. Parce que voilà, pas non plus, tu sais, genre, oh, il faut absolument que je parle de ce livre, parce qu'il était trop bien, parce que waouh. Non, oui, il était chouette, mais... Voilà, on peut... Il est facilement oubliable, malheureusement. C'est un peu dommage. Et je vais terminer par un petit manga vraiment trop mignon, que j'ai trouvé trop chou. J'aimerais bien qu'il fasse un autre. Enfin, voilà, si jamais... Parce que moi j'ai vraiment bien aimé. Ça s'appelle Mon petit nid douillet. C'est trop mignon, c'est absolument trop chou. On va rencontrer 5 personnages qui vivent dans 5 petits appartements. Et pendant leur chapitre, bah, on va découvrir un peu comment ils vivotent là-dedans. Et j'ai trouvé ça assez fascinant parce que, étant une passionnée d'intérieur, de maison, de tout ça, ben, c'est exactement le genre de bouquin que j'aime et que je peux feuilleter encore et encore pour voir les petits détails, les petites choses, voilà. Puis comme c'est japonais, ben, clairement il y a des habitudes de vie qui sont très différentes des nôtres et je trouve ça assez beau à voir. Je suis agréable. Oh, la calèche, oh, trop beau. Tout est tourné autour du soi, de l'intérieur, de prendre soin, de s'occuper, de se faire à manger, enfin bref. Ça raconte rien de spécial, mais moi j'adore. Peut-être qu'en commentaire vous pouvez directement me lister votre première bonne découverte, meilleure lecture de ce mois de janvier 2026. Je suis toujours très curieuse d'avoir vos ressentis et vos avis également concernant les livres que vous lisez. N'hésitez pas à m'en faire part. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bonne lecture.